Salut à toi Luminaire, je suis Thor, ton judge de l'Orcana. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui on va avoir une vidéo un petit peu séparée en deux. On va avoir tout d'abord les futurs problèmes qu'on pourra avoir avec les interactions des futures cartes du set 11. Et on va aussi, dans un deuxième temps, s'occuper de la mise à jour 2.0 des Comprehensive Rules. On va pas traîner, on a du pain sur la planche. Nous allons directement commencer par les questions qui vont pouvoir poser problème sur les futures interactions avec les nouvelles cartes du set 11. Nous allons donc commencer par cette Lilo qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le cas de dire. Les Comprehensive Rules 2.0 ont amené énormément de choses. On peut dire qu'il y a eu une espèce de refonte un petit peu complète du Comprehensive Rules. Il y a eu énormément de déplacements de sujets d'un endroit à un autre dans le rule. Il y a eu énormément de rajouts, de clarifications. Et pour le coup, il va falloir que je vous explique ça avant Lilo, car il utilise un nouveau terme, pas si nouveau que ça, car on l'a déjà vu sur des cartes précédemment, qui fait référence à la prise de dommages. Donc, qui va être le mot take en anglais. Elle qui nous dit, durant le tour de chaque adversaire, la première fois que ce personnage doit subir des dommages, il n'en subit aucun à la place. Contrairement à sa version en anglais qui utilise le verbe take, le verbe prendre. Donc, c'est pas la première fois qu'on voit ce verbe arriver sur l'Orcana. Notamment, on a la réponse du set d'avant. Vous inquiétez pas, on va en parler. Mais ici, il s'agirait plutôt d'une espèce d'erreur un petit peu de traduction de la version française, car nous avons le verbe subir en français au lieu de prendre. La petite subtilité, ça va être que le bouclier de Lilo, on a déjà l'habitude avec le bouclier de réponse, on en reparle après, c'est qu'elle va pouvoir absorber avec son bouclier tout type de dégâts en fait. Donc il y a plusieurs types de dégâts dans l'Orcana. Donc nous avons le fait d'infliger des dégâts, que ce soit par combat ou par capacité. Je pensais par exemple à allumer les mèches, par exemple, c'est très bien. Ce sont des dégâts qui vont être subis, qui vont être infligés. Nous allons avoir aussi des dégâts qui vont être placés, comme par exemple piqûre de moustique, qui est très bien. Et on va aussi avoir des dégâts qui vont être déplacés, par exemple la belle ou le chat du Cheshire, qui est très bien aussi pour notre exemple. Et Take, en fait, va être un espèce de regroupement de tous ces types de dégâts. Donc, dans le cas de notre Lilo, elle va absorber le premier dégât de n'importe quelle source qui va lui arriver dessus, que ce soit infligé, placé, déplacé. Donc pour faire plus simple, par exemple, un malin méchant vilain va se heurter à son bouclier, donc elle n'aura pas de dégâts sur elle, car elle aura absorbé cette source. Donc sur ce type de dégâts, comme pour piqûre de moustique, elle va être un peu sauvée par son propre bouclier de ce dégât qu'elle va éviter. Donc encore une fois, elle va bel et bien éviter pour la première fois pendant le tour de chaque adversaire, un dégât qui lui soit infligé d'une manière ou d'une autre, par exemple pour un défi ou pour une carte action comme on a vu juste avant. Elle va pouvoir aussi éviter donc les dégâts qui vont être placés et déplacés. C'est vrai que j'insiste un peu là-dessus, mais c'est vrai que c'est hyper important, ce nouveau terme en fait, qui est pas si nouveau que ça. C'est un peu une, comme je disais auparavant, donc une espèce de refonte du Comprehensive Rules qui parle donc du verbe vraiment take, qui va être le verbe prendre ou alors le verbe recevoir. Bref, on s'est compris. Maintenant, admettons, on part du principe que Réponse va lui appliquer son bouclier sur Lilo. Ça va commencer à faire beaucoup, hein. On va commencer à être sur une bestiole relativement indestructible, alors on en reparlera après quand on mettra de la résistance par-dessus. Nous savons que le bouclier de réponse protège le personnage qui a été choisi par soutien d'un dégât venant d'un défi ou venant d'un dégât direct. Un peu comme allumer les mèches, encore une fois. Mais que ce bouclier ne protège pas contre une piqûre de moustique, un déplacement de dégâts par exemple avec le chat des Cheshire, ou encore avec malin, méchant, vilain. En partant du principe que le bouclier de réponse soit actif sur la Lilo, si elle se prend un malin, méchant, vilain par exemple, ce sera le bouclier de Lilo qui sera utilisé. Si par-dessus, elle sera ciblée par un allumer les mèches, par exemple, ce sera le bouclier de réponse qui sera utilisé, et Lilo sera toujours intact. Maintenant, si après elle est défiée, là on va pouvoir enfin l'achever. Mais si cette petite Lilo a réussi par un acte miraculeux, pas si miraculeux que ça, à avoir une résistance par exemple, si les dégâts qu'on va lui infliger seront absorbés d'abord par résistance et que du coup les dégâts tombent à 0,
alors là, aucun bouclier ne sera touché et elle sera toujours intacte. Et elle aura toujours le bouclier de réponse et son bouclier à elle. Donc je sais qu'on commence très fort cette vidéo, à savoir que les questions, je les ai un petit peu récupérées, donc soit sur un petit peu sur les Discord, un petit peu sur les notes de leur canal ressources, et un petit peu ainsi de suite. J'ai un petit peu pioché à droite à gauche pour me donner des idées et pouvoir vous répondre aux plus de questions qui ont été posées le plus souvent. Je pense qu'on a été assez clair sur cette Lilo, nous allons pouvoir passer à la suite. Grand-mère Feuillage, elle, qui nous dit, une fois durant votre tour, le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci vous coûte une encre de moins. Donc il va bien falloir comprendre du coup que cette grand-mère feuillage va faire en sorte que le prochain personnage du tour aura une réduction de coût de 1 encre. Donc par exemple, au moment où elle arrive sur le board, le prochain personnage qu'on va jouer dans le même tour va pouvoir bénéficier de cette réduction d'encre. Ensuite, ce sera le premier personnage de chaque tour qui va bénéficier de cette réduction d'encre sans qu'on puisse pouvoir le déclencher, car ce sera un effet un peu automatique. Bien sûr, tu l'auras compris, la grand-mère feuillage peut se cumuler. Si tu avais déjà une grand-mère feuillage sur le terrain au tour précédent et que tu vas pouvoir en poser une deuxième, elle coûtera une encre de moins. Et pour le coup, le personnage qui va arriver dans le même tour juste après aura une encre de moins à payer vis-à-vis de l'effet de la deuxième grand-mère feuillage. Bien évidemment, le premier effet de la première aura fonctionné sur la deuxième. Et pour le coup, au tour suivant, si tu vas pour jouer un personnage qui a un coût d'encre de 2, il sera réduit de 1 et de 1, donc il sera gratuit. Nous allons passer à Duke Whistleton, qui nous dit « Lorsque ce personnage est banni, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 2 ou moins. » Donc oui, maintenant on a une deuxième fenêtre, on va dire, après le retour d'Hercule, pour pouvoir jouer un Gogo Tomago pendant le tour adverse. Donc là, il va falloir maintenant faire encore plus attention à garder de l'encre à disposition pendant le tour adverse, car on va pouvoir commencer à utiliser de plus en plus d'encre pendant le tour adverse. Pour rappel, si l'adversaire jouait le retour d'Hercule et que nous avons décidé de jouer Gogo Tomago pendant le tour adverse en utilisant son retour d'Hercule, nous pouvons utiliser nos 2 encres pour l'effet de Gogo Tomago, pour récupérer du lore pendant le tour adverse et peut-être même gagner. Et bah là, du coup, ce Duke Whistleton va pouvoir nous faire ça aussi. Donc il va falloir commencer à faire attention lorsqu'on va redresser les encres en début de tour et ne pas avoir l'habitude de le faire pendant le tour adverse. Pareil, si on a joué un personnage pendant le tour adverse grâce à cette capacité ou grâce au retour d'Hercule, quand le tour revient à nous, notre personnage sera sec, bien sûr. Nous allons passer maintenant à John Smith, qui a un bodyguard un petit peu plus, qui a déjà rempart et qui nous dit les adversaires doivent choisir ce personnage pour les actions et les capacités, si possible. Donc, par exemple, quand nous avons une action ou une capacité qui pourrait être bénéfique pour nous et que ce John Smith est sur le terrain adverse, malheureusement, ce sera lui qu'il va falloir choisir. Si on veut faire un allumer les mèches, il va devenir traditionnel ce allumer les mèches. Si on choisit un allumer les mèches pour aller cibler autre chose, de plus intéressant pour nous, par exemple, les mains nous ne pourront pas. Il va falloir absolument cibler ce John Smith. Et si on utilise force hypnotique, eh bien ce sera lui qui va bénéficier de l'offensive +2. Donc vous l'aurez compris, toutes les capacités et les actions qui permettent de choisir un personnage adverse au cas où si John Smith fait partie du board adverse, devront le choisir spécifiquement. Maintenant, si on a une capacité qui parle de nos personnages à nous qu'on possède, eh bien, on ne pourra pas choisir John Smith s'il est sur le terrain adverse. Nous allons passer à Elisa Maza, transformée en gargouille. Ah, des gargouilles, ça fait plaisir. Elle qui nous dit « La force de vos personnages ne peut pas être réduite en dessous de leur valeur imprimée. » De plus, elle nous dit « Ce personnage ne peut pas se redresser. Si vous avez 3 cartes ou plus en main, statue le jour. » Ça, on connaît. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on va voir ce terme de valeur imprimée. Il va falloir comprendre que la valeur imprimée est simplement la valeur qui est imprimée sur la carte. Par exemple, si elle va pour un moment donné ou à un autre avoir une réduction de points d'attaque, eh bien la réduction se fait, mais sa valeur restera identique. Pareil, s'il y a une valeur qui va devoir augmenter, cette valeur de force pourra être augmentée au-delà de 4. Maintenant, si on va avoir un espèce de calcul, par exemple, de bonus plus malus, nous allons quand même garder en mémoire le malus qu'elle a, malgré qu'il ne soit pas affiché sur elle. Par exemple, si on doit lui faire un -2 d'attaque
pour une raison ou pour une autre, elle restera à 4. Mais si on lui fait un plus 3 d'attaque, par exemple, on va devoir faire dans notre tête la somme de moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3, ça fait plus 1, donc elle aura 5 en attaque. Mais elle ne pourra jamais être en dessous de 4 sur le papier. Nous allons maintenant passer à cette Vaiana qui nous explique que vous pouvez ancrer les cartes depuis votre défausse. Donc pareil, c'est la première fois qu'on va avoir le terme ancré qui va être utilisé dans l'Orcana et qui a été mis à jour dans les rules 2.0. Donc cette Vaiana va pouvoir nous permettre de pouvoir ancrer à partir de la défausse. Bien évidemment, tu l'auras compris, il va falloir qu'on ancre des cartes ancrables. Et dans l'exemple où on va utiliser Voguer sur mer Azurite, ou par exemple Label du 7.1, qui va nous expliquer qu'on va pouvoir ancrer une fois supplémentaire, eh bien on va pouvoir ancrer une deuxième fois supplémentaire en passant par la défausse quand Vaiana est sur le terrain. Pareil, il nous faudra toujours à ce moment-là des cartes ancrables. Passons maintenant à ce Mickey Mouse qui nous dit « Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, placez la carte du dessus de votre pioche face cachée sous lui. » De plus, il nous dit « Lorsque ce personnage est banni via un défi, vous pouvez placer toutes les cartes qui étaient sous lui, sous l'un de vos autres personnages ou de vos lieux. » La question est-ce que les cartes qui vont être mises sous un personnage et un lieu quand Mickey sera banni seront face cachée ou face révélée? En partant du principe que Mickey va devoir passer par la défausse, tout comme les piles avec Alter, on l'a déjà vu précédemment, les cartes arrivées en défausse vont se révéler et on va pouvoir voir donc qu'est-ce qui se cachait en dessous de notre Mickey. Et c'est ces cartes-là qui vont être face révélée en dessous de notre nouveau personnage ou de notre nouveau lieu, enfin de notre autre personnage ou autre lieu. Parlons maintenant un petit peu de cette Angela, donc une gargouille qui va être donc guerrière de la nuit, qui nous dit « Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage qui gagne offensif plus 2 et résistance plus 2 jusqu'au début de votre prochain tour. » On va pouvoir cibler Lilo avec ça. On arrête, on arrête, on arrête. Et qui nous dit « Surtout, nuit éternelle, vos personnages gargouilles perdent la capacité statut le jour. » Donc je me doute bien que vous avez compris le principe de perdre la capacité statut du jour, même s'il y a encore un petit souci latent dans les rules, parce que techniquement, c'est pas censé marcher, mais ça marche quand même, on en reparle plus tard, on en fera un short quand ce sera un petit peu plus éclairci. Mais dans le sens où c'est une gargouille et que je suis fan de gargoyles, j'étais un petit peu obligé d'en parler. Voici chose faite. Oui, parce que techniquement, on ne peut pas perdre une capacité, on peut perdre un mot-clé, mais on ne peut pas perdre une capacité pour le moment dans les rules. Maintenant, à voir la mise à jour, même si personnellement, je pense que bah, ça passe quand même parce qu'on sent bien l'interaction qu'on a voulu donner en créant cette carte. Est-ce que maintenant, ça va créer le même problème qu'avec Tous à l'abri et Sleepy Hollow? L'avenir nous le dira. Si c'est le cas, je vous en ferai une vidéo et on en reparlera sans problème. Nous attaquons maintenant la partie 2 donc, de cette vidéo, donc, qui va être un petit peu plus consacrée à la mise à jour des Comprehensive Rules 2.0. Nous avons déjà l'apparition du mot joueur, la définition du mot joueur. Il va falloir comprendre du coup que ces Comprehensive Rules ont été un petit peu une espèce de refonte qui font en sorte que ce soit peut-être un petit peu plus clair, un petit peu plus précis, et donc énormément de choses ont changé. Je ne vais pas pouvoir tout traiter dans cette vidéo, mais je vous ai quand même gardé les points qui me paraissaient les plus pertinents et les plus importants. Le point 1.3.1, chaque personne participant au jeu est appelé un joueur. Une partie doit comporter au moins 2 joueurs. Je vous ai dit, on est vraiment dans de la précision à l'état pur. Le point 1.3.2, un joueur possède au moins l'une des 3 désignations spécifiques suivantes. Joueur actif, adversaire ou joueur adverse, ou coéquipier. La désignation d'un joueur peut changer au cours de la partie et peut en avoir plusieurs simultanément. 1.3.3, si l'effet d'une carte fait référence à vous, votre ou vos, il s'agit du joueur qui a joué cette carte. Si un effet fait référence à une désignation de joueur spécifique dans son texte, il s'applique uniquement à ce joueur. Si un effet fait une référence à une désignation de joueur au pluriel, il s'applique à tous les joueurs possédant cette désignation. Exemple, toute référence au
coéquipier désigne les coéquipiers du joueur qui a déclenché l'effet. Nous avons maintenant une définition peut-être un petit peu plus approfondie de joueur actif, adversaire et coéquipier. Joueur actif, donc il ne peut y avoir qu'un seul joueur actif à la fois. Lorsqu'un joueur commence son tour, il devient le joueur actif. Lorsque le joueur suivant dans l'ordre du tour commence son tour, il devient le joueur actif. Joueur actif est une désignation qui n'est pas mentionnée dans le texte de la carte. Cette désignation sert uniquement à identifier le joueur qui joue actuellement. Et ainsi de suite, donc pour adversaire et coéquipier. Donc on est vraiment sur le principe de vraiment resserrer un petit peu les vis qui pouvaient être un petit peu bancales pour vraiment faire repartir sur quelque chose de bien carré, de bien stable pour l'avenir du jeu. Un point intéressant parmi tant d'autres, le point 4.3.3.2 qui nous dit « Si la carte représente une action, elle entre dans la zone de jeu et son effet se résout immédiatement. Ensuite, la carte est déplacée dans la pile de défausse du joueur. Ceci marque la fin du processus. » Ce qui signifie en fait que maintenant, on va avoir une espèce de zone un petit peu vide où on va jouer sur le terrain une carte action, la résoudre avant qu'elle atteigne la défausse. Avant, la carte, elle allait directement en défausse et on la résolvait un petit peu à partir de là, mais on s'est compris. Maintenant, c'est beaucoup plus clair, la carte va rentrer dans la zone de jeu et ensuite elle va aller en défausse après sa résolution. Ce qui peut changer 2-3 choses vis-à-vis de certaines stratégies, on pourrait voir ça plus tard dans le jeu. Maintenant, ils ont verrouillé ça comme ça, proprement, et en vrai, c'est pas plus mal. Donc nous avons aussi donc l'arrivée du mot take, le mot subir, le mot prendre. Je sais pas trop comment ce sera traduit vraiment en français. Là, j'aime bien le mot «prendre», même si c'est un petit peu vulgaire de se dire de se prendre des dégâts. Mais, j'aime bien cette notion de recevoir. Recevoir, c'est peut-être pas mal finalement. De recevoir des dégâts. Recevoir, c'est bien en fait. Bon bah écoute, full impro, recevoir, c'est pas mal. Donc qui dit, un personnage ou un lieu subit des dégâts chaque fois que des dégâts lui sont infligés, subis ou transférés. Donc tout ça fait partie de la mécanique de recevoir des dégâts. Donc il y a plusieurs sources, on l'a déjà vu avec Lilo, je sais que j'en parle beaucoup, mais c'est vraiment important. Il y a plusieurs sources de dégâts, donc comme nous l'avons vu, il y a donc, les dégâts qu'on va infliger, qu'on va déplacer et placer et tout ceci est englobé par le mot «recevoir». Voilà, donc là je pense que si c'est pas clair à un moment donné, je peux pas faire des masses mieux. Et on va pouvoir passer à la suite. Le point 1.7.7 qui lui, de son côté, nous dit: si un choix illégal a été effectué lors de la résolution d'un effet, le joueur annule toutes les opérations jusqu'au moment où il a effectué le choix initial, puis peut faire un nouveau choix. S'il n'existe aucun autre choix légal, l'effet est résolu sans effet. S'il y a d'autres effets à résoudre qui n'impliquent pas ce choix, le joueur peut faire de son mieux pour résoudre tous les effets. Nous avons même quelques petits exemples, je vais vous en lire un. Exemple A, un joueur tente de jouer un personnage coûtant 4 encres. Lorsqu'il utilise son encre pour payer le coût du personnage, il se rend compte qu'il ne lui reste que 3 encres non utilisées dans son encrier. Comme l'action du tour pour jouer le personnage ne peut pas être entièrement effectuée, il est considéré comme illégal. Le joueur annule sa tentative de jouer le personnage, récupère l'encre utilisée pour le jouer et remet le personnage dans sa main. Un autre exemple qui me vient dans la tête, par exemple, on va prendre quelque chose de simple. Par exemple, si on fait un Raging Fire, un plus ardent que le feu des volcans, sur un personnage qui va avoir hors d'atteinte, la cible est illégale. La carte action est jouée. Maintenant, vu que c'est illégal, on va pouvoir changer de cible. S'il n'y a pas d'autres cibles possibles, eh bien la carte est quand même jouée et puis bah tant pis en fait. C'est un petit peu le problème. Si maintenant il y a une cible valide à côté, on va bien évidemment pouvoir la choisir. Mais pour le coup, bah, la carte action est jouée, un petit peu dans le vent, mais elle est jouée. Il va nous falloir donc pour le coup une mise à jour du guide des mesures correctives pour savoir comment on va pouvoir réagir dans cette situation. Techniquement, dans Canal, c'est un petit peu censé être Disney friendly. On devrait pouvoir faire un petit peu de take back, mais là, il est très clairement dit que c'est pas possible. Nous devons attendre la mise à jour pour être vraiment fixé là-dessus. Passons sur un autre point maintenant, le point 6.1.7, qui lui, de son côté, nous dit
Si une capacité ou un effet demande à un joueur de jouer une carte gratuitement pour résoudre cette capacité ou cet effet, le joueur ignore tous les coups et ne peut pas choisir de jouer cette carte en payant un autre coup. Si jouer une carte de cette manière déclenche des capacités, celles-ci sont ajoutées au sac mais attendent que la carte dont l'effet a demandé au joueur de jouer soit entièrement résolue avant de se résoudre. Donc tu l'auras compris, nous ne pourrons pas jouer par alter à un personnage qui va être superposé directement sur sa version inférieure pour ensuite directement partir à l'aventure parce que celui d'en dessous est sec. Nous ne pourrons plus faire ça. On va pouvoir donc le jouer. Le fait de le jouer gratuitement sera une espèce de version flat du personnage qu'on va jouer. Chose qui est confirmée dans le point 1.5.5.2, qui nous dit altérer un personnage est un coût alternatif. Donc nous avons bel et bien la confirmation que de jouer un personnage gratuitement, par exemple avec l'histoire de la vie, nous empêche de jouer une version alter sur une version d'un personnage inférieur. Il va falloir le jouer flat, en fait. C'est-à-dire jouer le personnage d'un bloc à part entière. Dernier point qui me paraît extrêmement important, maintenant nous allons plus pouvoir perdre par défaut. Enfin, pas vraiment, on sait. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Grâce à ce document, donc des release notes, donc de l'Orcana Ressources, qui nous dit « Piocher dans une pioche vide ne fait plus perdre automatiquement la partie. Auparavant, si un joueur tentait de piocher une carte dans une pioche vide, il perdait immédiatement la partie, sans possibilité de faire quoi que ce soit. Cela posait certains problèmes de timing en fin de partie, par exemple lorsque les deux joueurs piochaient en même temps dans des pioches vides. C'est pourquoi nous mettons cette règle à jour. Désormais, si un joueur termine son tour sans aucune carte dans sa pioche, il perd la partie. Cela encourage les joueurs à essayer d'utiliser toutes les ressources dont ils disposent pour terminer la partie. Cela apporte également une solution plus claire au problème de timing délicat qui survient lorsque les joueurs pensent perdre la partie simultanément. C'est un petit peu plus pensé à Rêve Bleu par exemple, qui est joué quand les deux joueurs ont très peu de cartes dans leur deck, qui a donc amené les deux decks à 0. Donc dans cette situation, on se doutait bien, on sait bien que donc c'est le joueur actif qui pioche ses cartes en premier, donc c'est le joueur actif qui aurait perdu s'il devait piocher dans un deck vide. Maintenant, ça a changé, donc c'est à partir du moment où on déclare une fin de tour et qu'on a une pioche vide qu'on perd la partie. On n'a plus besoin de piocher dans une pioche vide pour perdre la partie. Maintenant, avec un rêve bleu ou n'importe, il n'y a pas de souci, si je fais un rêve bleu et que moi et mon adversaire, il nous reste 3 cartes dans le deck. Donc, je vais piocher. J'aurai 0 carte dans mon deck. Mon adversaire, pareil. Si je termine mon tour après, là, c'est moi qui perds la partie. Maintenant, on va partir sur un cas de figure où je fais rêve bleu. Mon adversaire n'a que 3 cartes dans son deck, donc il les pioche, il se retrouve à 0 cartes dans son deck. Et moi, il va me rester, allez, une carte dans mon deck. Je vais déclarer ma fin de tour. Il me reste encore des cartes dans mon deck, donc je ne perds pas la partie. Mon adversaire ne pioche rien. Et il lui restera ce tour entier pour réussir à gagner la partie avant de perdre par défaut. Quand il aura déclenché sa fin de tour, là, il aura officiellement perdu par défaut. Donc la perte par défaut existe toujours, mais elle n'est plus aussi immédiate qu'avant. Maintenant, on termine le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper. Très bientôt, il va y avoir des vidéos unboxing. Je vais bientôt pouvoir recevoir donc ma précommande de Givresort. Nous suivre donc sur Instagram, suivre moi et ma team sur l'Instagram de la team. Un petit pouce, ça fait plaisir. Un commentaire, si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très vite. Bisous, ciao. Et souviens-toi, dans leur canal, la vraie magie, c'est de bien comprendre les règles.